Thank you very much. You did that very well. Réindustrialiser la France, les objectifs ont clairement été annoncés, retrouver de la souveraineté, répondre aux nouveaux enjeux environnementaux, créer des emplois, évidemment, faire rayonner notre savoir-faire, mais en pratique, les entreprises sont souvent confrontées à un problème de main-d'œuvre, des compétences qu'elles n'arrivent pas à trouver et pour lesquelles il faut former des personnes. Federico Berrera, bonjour. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints sur ce plateau. Vous êtes inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche et vous êtes doyen du groupe des sciences et techniques industrielles. D'abord peut-être un état des lieux, mais quels sont les besoins de la France en termes de main-d'œuvre pour pouvoir réindustrialiser le pays ? Les besoins sont énormes. Il est toujours très difficile d'avoir des chiffres précis, mais on peut considérer qu'aujourd'hui, c'est 45 000 emplois en création nette d'ici 2030 dont l'industrie a besoin pour accompagner ce mouvement de réindustrialisation, et sans compter évidemment tous les autres emplois qui sont nécessaires compte tenu des évolutions RH dans les entreprises. Donc les besoins sont énormes et ils sont en particulier nécessaires au niveau de production qui permettent aux entreprises de produire en France sur des produits qui sont nécessaires sur l'ensemble des secteurs industriels. Quel est l'état du marché quand vous discutez avec les industriels? Je disais en introduction, ils ont du mal à trouver de la main-d'œuvre, mais est-ce qu'on a des chiffres à mettre en face de cette affirmation? Oui, c'est ce que j'évoquais. Par exemple, ces 45 000 créations d'emplois nets, c'est à peu près le point de repère que l'on a au sein du pays. Ensuite, les différentes filières, les choses sont assez variables, mais si on prend le secteur de l'énergie, par exemple, dans le secteur de l'énergie, on parle de 8 000 recrutements d'ici 2030 pour le seul secteur de la distribution d'énergie. Donc vous voyez, ce sont à chaque fois des ordres de grandeur assez importants et pour lesquels notre système doit pouvoir répondre. Oui, et on sait par exemple dans le secteur du nucléaire, il y aura énormément de recrutement, puisque la France a décidé de se relancer dans le nucléaire. C'est une spécificité, situation spécifique à la France, ce manque de main-d'œuvre, ou est-ce que nos voisins européens connaissent la même situation? Non, nous sommes dans une situation très comparable sur l'ensemble des pays industrialisés. Nous travaillons, le ministère de l'Éducation nationale travaille avec d'autres pays dans des groupes de travail européens. Ils ont le même problème. Et on partage tout à fait ces éléments-là et on rencontre les mêmes difficultés. Alors une fois qu'on a fait ce constat, ce qui m'intéresse, c'est les solutions que vous préconisez. Quelles peuvent être les solutions? Comment surmonter ces tensions? Déjà à la base, est-ce qu'il faut plus de formateurs? Exactement. Il y a un aspect qui est peut-être la partie moins visible de l'iceberg, qui est la nécessité, bien évidemment, d'avoir des élèves dans ces sections qui forment au métier industriel, mais il faut également des formateurs pour animer ces formations. Et aujourd'hui, on est face à une crise des vocations qui rend cette situation assez délicate. Alors comment on surmonte la crise des vocations? On essaie d'être plus attractif, on essaie de revaloriser ce métier d'enseignant. Alors c'est l'affaire de tous, c'est l'affaire du ministère bien sûr qui cherche des solutions structurelles pour que davantage de jeunes se destinent au métier de l'enseignement. Mais quand je dis c'est l'affaire de tous, c'est aussi avec nos partenaires industriels présents sur un salon comme Global Industrie que l'on dialogue pour essayer de trouver des solutions. Vous avez engagé une réforme des concours de recrutement, notamment. Tout à fait. Donc ça fait partie des leviers qu'active le ministère pour renforcer cette attractivité du métier d'enseignant. Et cela consiste en une refonte finalement des parcours qui amènent un jeune vers le métier de l'enseignant, avec des concours qui seront vraisemblablement ramenés à un niveau Bac+3 pour qu'on puisse s'adresser à davantage de jeunes et ensuite poursuivre la professionnalisation pour qu'ils puissent être prêts pour enseigner. Il y a effectivement un sujet intéressant, il y a le nombre de formateurs, mais il y a aussi la formation des formateurs. Exactement. Ça aussi, c'est un levier important, nécessaire, indispensable. Exactement, puisqu'il y a la dimension quantitative qu'on évoquait à l'instant, mais il y a aussi la dimension qualitative, faire en sorte que les publics qui sont en parcours de formation, ou alors les publics qui sont les enseignants d'aujourd'hui, aient accès à une formation qui leur permette de maîtriser les technologies qui sont aujourd'hui celles que l'on trouve dans nos produits, pour qu'ils restent compétitifs et pour que la formation soit à la hauteur de ces enjeux. Alors il y a un acronyme un peu barbare, le CEFPEP, qui est proposé par l'Éducation nationale. Est-ce qu'on peut en dire quelques mots? Oui, alors je ne vais pas me risquer au développement de cet acronyme, ça n'aurait aucun intérêt. Ce qui est intéressant, c'est de savoir que ce dispositif permet à des enseignants et à des entreprises de travailler ensemble. Et très concrètement, ça permet à des enseignants de participer à des formations qui sont organisées dans les entreprises, par les entreprises, et pour atteindre l'objectif que j'évoquais à l'instant, qui est de professionnaliser les publics. Dans quelle mesure est-ce que la création d'un véritable écosystème entre les entrepreneurs, les lycées, les enseignants, vous paraît
indispensable pour la réussite de ce dispositif? Et aujourd'hui, les enjeux liés aux transformations que l'on connaît, les enjeux qui sont portés par France 2030, sont tellement énormes que les solutions ne passent que par une bonne coopération, par une fluidité de la coopération entre le monde de la formation, le monde de l'éducation et le monde de l'économie, le monde de l'entreprise. Il n'y a pas de solution miracle, il n'y a pas une solution qui permettra de résoudre tous les problèmes, mais par contre, il y a une multiplicité de solutions que l'on peut trouver à l'échelle locale, justement en permettant à ces deux mondes de coopérer le plus efficacement possible. Comment on crée les conditions de cette réussite? La première des choses, c'est de créer des espaces. Alors le salon Global Industrie en est un exemple, c'est créer des espaces de dialogue. Encore une fois, j'insiste sur le fait que les solutions les plus efficaces sont celles que l'on trouve à une échelle peut-être plus réduite, mais qui permettent à des personnes qui ont chacune leurs compétences, les entreprises d'un côté, les formateurs de l'autre, de coopérer à un niveau local et trouver des solutions qui seront peut-être fonctionnelles sur une région, sur un secteur professionnel et qui prendront d'autres formes dans un autre secteur professionnel. Donc il y a vraiment du sur-mesure à faire en matière de formation en fonction des régions, en fonction des métiers. J'ai l'impression qu'on parle beaucoup plus de formation cette année sur Global Industrie. C'est votre sentiment également? Je crois que c'est le reflet de la situation que rencontrent tous les professionnels avec lesquels on travaille au quotidien et qui nous font part de cette difficulté de recrutement, difficulté qui est liée à un problème d'attractivité de la filière industrielle dans son ensemble et pour lequel nous travaillons. Amélioré. Ça s'est amélioré, mais encore une fois, lorsqu'on regarde les enjeux qui sont devant nous, il faut encore continuer à porter ce message et faire en sorte que l'industrie soit vraiment au cœur du projet de société. Est-ce que la formation dans l'industrie a forcément une bonne image? On voit les jeunes toujours. Alors les jeunes ont globalement une bonne image de l'industrie. Je donnais en ouverture tout à l'heure un sondage OpinionWay. 72% des élèves de première et de terminale ont une bonne image de l'industrie. Après, concrètement, ils sont moins de la moitié à envisager une carrière dans l'industrie. Oui, il y a forcément un décalage. C'est vrai, et c'est aussi un phénomène que l'on observe aujourd'hui. On a des parcours très diversifiés des individus, des jeunes qui s'engagent dans un parcours de formation, mais qui ne vont pas forcément s'insérer professionnellement dans le secteur pour lequel ils ont été formés. Ça fait partie aussi des phénomènes de société que l'on observe aujourd'hui, qu'il faut intégrer, et donc qui renforce encore cette nécessité de rendre l'industrie et les métiers qu'elle propose lisibles, et que peut-être des individus qui ne se seraient pas initialement formés dans des secteurs de l'industrie envisagent des secondes carrières ou des reconversions vers l'industrie. C'est aussi un public très important. On parle aujourd'hui de ces publics-là, en plus de ceux effectivement qui sont sur un parcours initial de formation. Merci beaucoup, Federico Berrera. Merci inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche. Vous êtes aussi doyen du groupe des sciences et techniques industrielles.